un podcast Binge Audio. Chères auditrices, chers auditeurs, je profite de cet épisode pour vous remercier du fond du cœur pour votre enthousiasme et votre soutien de ces dernières semaines qui ont fait de ce podcast une incroyable aventure et déjà une vraie communauté. Le moment est venu, dans Chaud dedans, de parler des hommes. Ils sont nombreux à écouter, beaucoup me l'ont dit, pour savoir ce que traverse leur compagne pendant la ménopause. À nous donc de nous intéresser à l'andropause qui touche les hommes un peu plus tard que les femmes, même s'il n'y a pas de limite d'âge théoriquement pour qu'ils aient des enfants, ce qui fait une grosse différence. Mais eux aussi subissent des changements dans leur corps et bien sûr le déclassement lié au vieillissement dans une société qui n'a Dieu que pour la beauté et la jeunesse. Et parce qu'elle remet en cause la virilité, diktat absolu pour les hommes, l'andropause est peut-être encore plus tabou que la ménopause. Le docteur Galliano reçoit de nombreux hommes dans son cabinet d'urologie et d'andrologie. Il voudrait qu'ils soient encore plus nombreux à s'intéresser à leur sexe, mais oui. Avec lui, je vais discuter des symptômes de l'andropause, des bouleversements physiques et psychologiques qu'elle peut entraîner, des traitements. Et ce sera l'occasion aussi de revenir sur un vieux cliché sexiste. Les hommes vieillissent-ils vraiment mieux que les femmes ? Bonjour Marc Galliano. Bonjour Claire. Vous êtes urologue, andrologue, cancérologue et vous avez écrit un ouvrage intitulé « Mon sexe et moi », donc destiné aux hommes. On parle souvent ici du tabou et de la honte qui entoure la ménopause. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes et l'andropause ? Alors, pour les hommes, un tabou, c'est pas un tabou, puisqu'en fait, ils n'en ont même pas connaissance. Donc, ce qui est plus délicat, c'est de leur présenter concrètement que les symptômes dont ils souffrent, il y a un mot à mettre dessus. L'andropause. Donc l'andropause, on tombe des nues, mais qu'est-ce que c'est l'andropause ? Alors, il y a une définition, andros, homme, pause, pause. Donc c'est assez simple. C'est une pause à un moment donné dans la production d'hormones mâles. Mais alors même pire, parce que si on écoute votre définition comme vous nous la donnez là, c'est l'arrêt en fait d'être un homme. Enfin, c'est plus violent que la ménopause, qui veut dire arrêt des règles. Mais bien sûr, mais là, c'est les académiciens qui doivent travailler un peu dessus. Alors nous, en urologie, on parle de DALA, donc c'est l'acronyme de déficit en androgène lié à l'âge, qui est plus une réalité, puisqu'il n'y a pas en effet d'arrêt brutal de la production de testostérone, on va dire un lent déclin. Alors, et en plus, tous les hommes ne sont pas tous égaux face à ce déclin. Alors, ouais, justement, on va prendre les choses dans l'ordre. Ouais. D'abord, on sait que 100% des femmes sont concernées par la ménopause. Pour les hommes, c'est plus flou apparemment. Est-ce qu'ils sont tous concernés ? Alors, ils seront tous concernés, mais avec des symptômes plus ou moins marqués. Ça dépend vraiment des individus. Il y a des individus qui vont avoir un déficit plus ou moins marqué, plus ou moins rapidement dans leur vie aussi. On peut parler des fois d'hommes dans l'entour de 40 ans. Et puis après, on peut avoir des extrêmes de l'autre côté. On peut avoir des hommes de plus de 80 ans en pleine forme. Et quand on leur fait des dosages biologiques, ils n'ont pas de déficit ou très peu de déficit en testostérone. Alors j'ai vu quand même quelques chiffres, vous me direz ce que vous en pensez. Alors d'abord c'est du déclaratif parce qu'il y a très peu d'études, c'est encore pire que la ménopause visiblement. 10% des hommes de 40 à 59 ans souffriraient d'andropause, 20 à 30% des 60-69 ans. Alors oui, ces chiffres sont peut-être intéressants. Encore faut-il corréler un dosage de testostérone avec des symptômes. Mais on peut très bien avoir des symptômes sans forcément avoir un déficit en testostérone, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous en Europe et surtout en France, on parle de testostérone biodisponible, alors que par exemple aux États-Unis, on parle que de testostérone totale. Et ça veut dire quoi ? Alors la testostérone totale, elle est dépendante du poids, elle est dépendante de la qualité du foie, de protéines qui transportent la testostérone, alors que la biodisponible, elle est disponible pour l'organisme. Ouais. Donc en France, on est beaucoup plus pointu sur le dosage. Pourquoi ? Parce que aux États-Unis, si on considère que pour un chiffre donné, on est en andropause biologique, quasiment tout le monde est traité. Donc attention au mercantilisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aux États-Unis, c'est développé un business assez conséquent de centres qui poussent dans les supermarchés ou n'importe où on vous dose votre testostérone en 2 minutes et on vous déclare que vous êtes en andropause et donc on vous donne de la testostérone. Ah ouais. En France, c'est pas le cas. En France, c'est très clair. Il faut avoir des symptômes et un dosage biologique
qui correspondent à la réalité des symptômes. Donc on ne peut pas dissocier les symptômes de la biologie. Et tant mieux, parce que vous pouvez très bien à un moment donné avoir un taux de testostérone bas, mais sans symptômes. Et vous pouvez avoir des symptômes avec une testostérone quasiment normale, mais vous êtes quand même pas bien. Pourquoi ? Parce qu'on sait que la testostérone va saturer des récepteurs aux androgènes. Donc c'est pas qu'une question de dosage de testostérone, mais de comment on sature ces récepteurs. Alors, si je comprends bien, ce que vous nous expliquez, c'est que l'andropause, c'est pas forcément lié à une baisse de testostérone, j'ai bien compris ? Alors, s'il y aura toujours une baisse de testostérone, mais ce qui compte aussi, c'est la capacité de cette testostérone à aller venir se loquer à des récepteurs, à venir rentrer dans des récepteurs pour pouvoir ensuite avoir son action. En fait, c'est une hormone, quand elle se balade dans le sang, elle ne fait que se balader. Pour qu'elle ait une action, il faut qu'elle rentre dans des cellules. D'accord. Pour rentrer dans les cellules, il faut ouvrir des petites portes. Ce sont des récepteurs. Sinon, elle est perdue dans l'organisme. Elle est perdue, vous l'urinez. Donc, en fait, c'est pour ça que même quand vous donnez n'importe quel produit, n'importe quelle vitamine, si vous la donnez en excès, l'organisme va l'éliminer. Il n'en a pas besoin. Il sature à un moment donné. Ça s'appelle la saturation des récepteurs. D'accord. Exactement. Donc, globalement, pour faire clair, il vous faut des symptômes et il vous faut un dosage biologique de testostérone compatible avec vos symptômes. Alors, vous me disiez tout à l'heure, les hommes, ils connaissent même pas le terme d'andropause. Donc, racontez-moi, ils viennent dans votre cabinet, ils disent, je sais pas, voilà, j'ai 50 ans, je me sens pas très en forme, ils viennent faire peut-être un check-up aussi de leur santé. Comment est-ce que vous les sensibilisez au fait que peut-être c'est l'andropause, et comment est-ce que vous-même vous en rendez compte, ou quels tests vous effectuez ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la plupart du temps, ce sont les épouses qui prennent le rendez-vous. Ça m'étonne pas. Voilà. Donc ça, c'est là où il faut changer un petit peu les données. Pour ça, il faut éduquer très tôt. Pour en revenir aux hommes, en général, la porte d'entrée, c'est pas l'andropause. La porte d'entrée, c'est la prostate. Ouais. Ils viennent me voir parce qu'ils ont des difficultés à uriner. Mmh. Et systématiquement, la question... Alors, des formations professionnelles, je suis andrologue. Donc, je parle d'érection. Donc, la porte d'entrée, c'est surtout l'érection. Quand on parle d'érection, très vite, on parle de libido. Et moi, très vite, je pose la question de l'activité physique, de comment ils se sentent dans leur tête, leur qualité du sommeil, la résistance à l'effort, la puissance musculaire. Enfin, il y a plein de questions qui paraissent anodines, mais très vite, je fais un screening très rapide, en 5 ou 6 questions. Et là, on peut se rendre compte déjà de l'importance du déficit. Si je perçois qu'il y a des symptômes, donc derrière, ça déclenche une prescription, une ordonnance de dosage de testostérone, alors biodisponible, qui est la plus précise, avec des conditions de prélèvement qui sont assez strictes. Il faut le faire entre 8h et 10h le matin, il faut être à jeun, et il faut renouveler le dosage la semaine d'après. Parce que sur un dosage, c'est compliqué de décréter qu'un patient est en andropause. Alors attendez, parce qu'on va revenir sur le traitement après, mais là vraiment on est encore sur le patient vient chez vous et découvre les problèmes liés au vieillissement. Alors, le patient qui vient chez moi, en général, lui, il va me parler de sa prostate. Ça, c'est clair. Il va avoir des troubles mictionnels ou des troubles d'érection. Il est rare... Troubles mictionnels, pardon, c'est pour uriner. Les troubles, voilà, tout à fait. C'est des difficultés urinaires. On se lève la nuit pour aller faire pipi. On se dit, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive ? Alors ça, c'est plus facile. La plupart des hommes savent qu'ils ont une prostate, qu'un jour ou l'autre, soit c'est un cancer, soit c'est un adénome. Donc, ils vont avoir des difficultés pour uriner. Donc ça, c'est à peu près bien ancré dans toutes les classes sociales. À un moment donné, il faut voir un urologue pour sa prostate. Mais c'est là où il faut, nous en tant que spécialistes, ou même les généralistes, poser la question de l'érection. L'érection, elle n'est pas contingente de la testostérone, ça c'est clair, mais de là peut découler le désir. On peut parler de désir, on peut parler d'entente du couple, comment ça se passe, poser pas mal de questions au sein du couple, et puis dériver sur les autres aspects de la testostérone. La testostérone, c'est pas que le physique, c'est le moral. Donc c'est la qualité du sommeil, la mémoire, l'humeur, l'envie de faire des choses.
il y a les aspects physiques. Est-ce que vous êtes capable de résister à un effort de longue durée? Est-ce que vous sentez que vous avez toujours la même capacité de soulever des packs d'eau? Et puis après, il y a l'aspect, par exemple, la dépilation sur les faces antérieures des jambes. Vous avez les bouffées de chaleur nocturnes. Les hommes perdent leur poil. Ouais, ils perdent leur poil sur la face antérieure des jambes. Voilà, donc c'est un petit signe. Alors, globalement, c'est pas le premier symptôme qui fait consulter. Enfin, il y a tous ces arguments et après, il y a la biologie. Un homme qui manque de testostérone va avoir un sucre qui va être un peu augmenté, un cholestérol qui va pas être équilibré, des triglycérides qui vont monter, une partition des graisses qui va être plutôt viscérale, donc une mauvaise graisse. Donc, il y a beaucoup de facteurs biologiques, psychologiques et physiques qu'il faut analyser. Donc, comme c'est lié à la baisse de la testostérone, l'andropause, c'est un problème hormonal, comme chez les femmes au moment de la ménopause. Et donc, vous avez décrit un certain nombre de symptômes, on va dire. Mais donc, comme nous, les hommes peuvent avoir des bouffées de chaleur, des sudations nocturnes, de l'irritabilité, prendre du poids. Complètement. C'est assez similaire, en fait. Mais tout à fait. Et puis, ce qui est assez extraordinaire, c'est un homme qui va être sédentaire, qui fait pas attention à son alimentation. Il va prendre du poids, mais surtout, il va prendre toute cette graisse qu'il va prendre en viscéral, va transformer la testostérone en oestrogène. Et donc, il va accumuler plus de graisse. Donc, ça s'appelle l'aromatisation. Donc, c'est un procédé biochimique. En viscéral, vous voulez dire sur le ventre? Alors, sur l'abdomen et sur les seins. Donc, vous avez des hommes qui se retrouvent avec des seins sous l'effet de l'impulsion des oestrogènes, parce qu'il va y avoir une balance négative en faveur de la testostérone et positive en faveur des oestrogènes. C'est un vrai chamboulement physiologique pour mais certains. Totalement, mais physique, physiologique et physique. Et ça, c'est à quel âge alors, les premiers symptômes? Alors, en moyenne alors disons qu'en moyenne, un homme commence à vieillir à partir de 23 ans. L'acmé physique et psychologique, là on est au sommet, c'est 23. Ensuite, c'est qu'une dégringolade gentille pour certains et des fois plus brutale pour d'autres. Par exemple... C'est pas sympa ça de dire qu'on commence la dégringolade à 23 ans. C'est pas sympa, mais c'est une réalité physiologique. Bon. Et c'est pour ça que c'est important de le savoir, d'abord et d'une pour en profiter. Et pour comprendre qu'à un moment donné, chaque période de la vie est importante de la vivre en pleine conscience. Mais ce qui est pas normal, c'est de souffrir de symptômes qui pourraient être complètement effacés juste en sachant que. En ayant l'information. Exactement pareil que pour les femmes. Mais c'est alors donc, très important. L'âge, parce que c'est là où il y a un flou quand même. Alors, disons entre 45 et 50 ans. D'accord. Donc ça peut être le début de Ça peut être le début, on va dire, normal d'une andropause. Alors on va revenir, docteur Galliano, à l'érection. Question d'importance pour ces messieurs. C'est même la grande affaire de la soixantaine. En partie parce qu'on leur bourre le crâne aux hommes avec l'idée qu'être un homme, c'est bandé dur. Alors est-ce que vous nous disiez les problèmes d'érection sont liés, mais est-ce qu'il y en a forcément des problèmes d'érection quand on a une baisse de testostérone? Alors indirectement, oui. Parce que lorsqu'on n'a pas de libido, on a moins de désir, on a moins d'envie, et on a moins d'érection. Ça, c'est le cadre, on va dire, de boucle positive d'entraînement. Moi, l'adage que j'aime bien, c'est l'appétit vient en mangeant. Bon, vous n'avez plus d'érection, qu'est-ce que le cerveau se dit? N'y va pas, parce que ça va pas marcher. Donc, vous vous mettez dans un truc... C'est la peur l'angoisse de performance. Donc, on s'isole un peu. Maintenant, la testostérone, souvent, les gens me disent « Ah, je bande plus le matin, donc c'est sûr, j'ai plus de testostérone. » Non, je leur explique que l'érection du matin, elle est contingente de la dernière phase de sommeil paradoxal, donc du rêve. On bande entre 5 et 7 fois la nuit parce qu'on a des phases de rêve où on va oxygéner les corps caverneux, qui sont donc les éponges qui vont se gorger de sang, qui vont permettre l'érection. Donc, pour éviter qu'on ait une verge qui se rétracte, la vie est bien faite, on bande 5 à 7 fois la nuit. Et la dernière phase de rêve, c'est le matin, et on bande. La testostérone, elle aide, puisqu'on a un pic de testostérone le matin. Okay. Ça, c'est génial, parce que c'est là où on est le plus performant. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a certaines écoles qui donnent des cours les plus complexes et les plus difficiles aux enfants le matin.
À 8 heures. Parce qu'ils sont performants. Est en éveil, ouais. Voilà. Alors que faire des maths ou de la physique ou de la philosophie après déjeuner, c'est donc la verge, c'est pareil. Et la verge, c'est pareil. Elle est performante le matin. Donc, parce qu'il y a un pic de testostérone. Okay. Donc, en effet, des fois, on peut corréler l'érection matinale au taux de testostérone. Bon. Pour moi, c'est pas le meilleur signe. Ça peut être aussi, je pense que vous serez d'accord avec moi, un problème de stress. Quand on n'est pas bien, qu'on est stressé, ça marche moins bien. Ça peut être aussi, j'ai lu, musculaire, voire neurologique. Alors oui, non mais l'érection... Il y a d'autres causes. Oui, l'érection, ce que j'ai écrit, ce que j'assume pleinement, l'érection est un miracle. Il y a une telle cascade d'événements entre ce qui se passe dans la tête, donc on appelle l'énergie libidinale, cette énergie qui nous fait avancer vers en tout cas la recherche de partenaires, et la mécanique, c'est monstrueux. C'est-à-dire, personne n'est conscient de la cascade d'événements chimiques, biochimiques, mécaniques, vasculaires, neurologiques qu'il faut pour avoir une érection. Donc, à 20 ans, on est des bulldozers, on peut tout pulvériser, l'angoisse, le stress, le manque de sommeil, l'alimentation horrible, la drogue. On peut tout imaginer, mais plus on va vieillir, et à partir de 40 ans, il y a une statistique assez évidente, 40% des hommes souffrent de dysfonction érectile. À partir de 40 ans. Il n'y a rien de choquant à ça. Alors si après vous rajoutez des facteurs... Ça se traduit comment ? Par une érection plus poussive, on va dire ? Oui, c'est ça. Elle est plus difficile à obtenir, elle est plus difficile à maintenir. Il nous faut plus d'énergie, plus de concentration. Donc c'est pas l'impuissance totale. On parle de dysfonction. Donc la dysfonction, c'est des fois une éjaculation qui vient trop vite. Parce que il faut faire vite, parce que globalement, on n'a pas très envie. Donc c'est pas une impuissance, c'est des dysfonctionnements. C'est marrant que vous parliez d'impuissance, parce que quand on décortique le mot, c'est assez violent aussi comme terme. C'est le contraire de la puissance quand même. Exact. C'est tout le sujet d'ailleurs d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Romain Gary, Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Exact. Il parle que de ça. Je vous en lis un extrait. Pour la première fois dans ma vie d'homme, je m'observais plus dans l'étreinte que je ne m'oubliais et me sentais au lieu de sentir. Pour la première fois aussi se posaient pour moi les soucis odieux de dureté et d'ampleur, et il me fallait souvent m'assurer d'un mouvement furtif de la main que j'étais prêt. C'est presque un problème existentiel. Les hommes sont désemparés véritablement lorsqu'ils ne bandent plus. Exactement. Parce qu'il y a une confusion complète entre masculinité, virilité, puissance, verge, symbole phallique. Là, il faut ça c'est le mythe qui a été construit sur les dernières 10 000 ans. Donc, rien que ça. donc modestement. Peut-être même plus loin. Oui, donc modestement, il faut rester humble et modeste vis-à-vis de ça. Mais en tout cas, dans mon cabinet, j'essaie de rassurer et d'expliquer qu'un homme n'est pas forcément symbolisé et l'image de sa verge. Pour le couple, ça peut avoir des conséquences négatives, mais aussi positives. Ça veut dire qu'on peut peut-être apprendre à envisager sa sexualité différemment avec sa partenaire, qui peut-être à cet âge-là, on a aussi l'envie. Mais exactement. C'est la pénétration telle qui nous a été enseignée par les monothéismes, dans cette obligation de reproduction. Vous avez sur d'autres continents. Vous prenez la Langaranga, si vous lisez L'amour de traité conjugal indien. Ça fait quand même, ça a été rédigé il y a 2500 ans. Il y a autre chose. Le taoïsme pour les Chinois, c'est aussi, il y a autre chose. Mais même, il y a certaines tribus de Baoulé qui pratiquent des rapports sexuels différents. En tout cas, une présentation différente. Donc oui, c'est le moment aussi de se réinventer. Le sujet, c'est le diktat de l'érection, la puissance. Si je ne peux pas pénétrer, je ne sers plus à rien. Il y a aussi le fait que les hommes éjaculent moins, qui peut les inquiéter. J'ai encore envie de vous citer Romain Gary, qui fait vivre dans son livre un docteur spécialisé dans l'andropause. À partir d'un certain âge, dit-il, le docteur, on remarque la diminution de la quantité évacuée, souvent même une absence totale de sperme, avec évacuation uniquement du liquide prostatique. Au moment de l'éjaculation, on a tendance à jouir à sec, comme on dit. Ça aussi, ça doit être perturbant.
Ça s'explique ? Oui, c'est perturbant, mais dans le tantrisme, par exemple, c'est 3000 ans que les Indiens savent que éjaculer, c'est pas indispensable pour avoir des orgasmes. Donc, c'est une construction, c'est vraiment une construction mentale où, en Occident, et dans les grands monothéismes, on a associé éjaculation, plaisir et reproduction. Moi, souvent, je rassure les patients que je vais prostatectomiser. Vous avez un cancer de la prostate, grave, il faut vous opérer. On vous retire la prostate, les vésicules séminales, on vous coupe les canaux déférents. Il vous reste donc que le liquide de lubrification produit par des petites glandes qu'on appelle les glandes de Cooper, qui va forcément sortir un petit peu du canal urétral. Et il y a 25% des hommes qui auront des orgasmes plus intenses qu'avant. Pourquoi ? Sans éjaculation. Sans éjaculation, parce que les muscles du périnée qui vont se contracter vont entraîner une décharge de dopamine. Un orgasme, c'est quoi ? C'est une décharge de dopamine, essentiellement. Après, il y a un peu d'ocytocine, il y a de petites molécules, mais grosso modo, il faut le retenir, c'est de la dopamine. Donc, éjaculer, on peut très bien éjaculer, même sans avoir plaisir. Vous pouvez très bien simuler, vous éjaculez sans plaisir. Ça existe. On peut très bien le faire. Les hommes savent très bien simuler. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc, l'éjaculation, oui, elle va diminuer si on en revient de façon physiologique. On produit moins en vieillissant. Ça, c'est indéniable. Ensuite, vous avez des médicaments. Certains médicaments qu'on donne pour traiter l'adénome de la prostate, pour permettre aux hommes de mieux faire pipi, ils vont éjaculer vers la vessie, vers l'intérieur. Ah bon ? Ça s'appelle une éjaculation rétrograde. Ensuite, vous urinez le sperme, il n'y a aucun danger à ça. Ouais. Il y a des hommes que ça traumatise totalement. Donc, il y a même certains hommes qui ne veulent pas se faire opérer de peur de perdre leur éjaculat. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, parce que c'est important. Mais c'est surtout, il faut bien informer qu'on peut très bien avoir de très bons orgasmes sans éjaculer. Est-ce qu'ils viennent beaucoup vous voir pour le Viagra ? Parce qu'au moins, ils ont ça. Pour les femmes, il n'y a pas rien, en fait, si on veut rebooster sa libido. Est-ce qu'ils sont très demandeurs de ça ? C'est une des plus belles inventions en médecine. Il faut savoir qu'en 98, je démarre mes études de chirurgie, arrive cette molécule qui a été d'abord inventée pour l'hypertension artérielle pulmonaire. Ouais. C'est extraordinaire. Ça a révolutionné la prise en charge de la dysfonction érectile. Il faut savoir qu'avant, ces médicaments qu'on prenait par la bouche, il fallait se piquer avec des produits vasoactifs pour avoir des érections, où on mettait des prothèses péniennes. Ça allait très loin, je crois, les expérimentations, les injections pour pallier la chute de testostérone. J'ai surtout lu un très bel ouvrage qu'on m'a offert, un antiquaire, sur les greffes de testicules de singe. Très bel ouvrage avec des Français qui disaient que ça marchait très bien. Oui. Enfin, une grosse thèse, j'ai lu une thèse là-dessus, formidable. Bon, évidemment que la plupart des hommes qui ont été greffés sont morts. Enfin bon, pour en revenir à l'invention des IP25, comme on les appelle, ça a révolutionné non seulement la prise en charge des patients, la sexologie, la chirurgie, c'est révolutionnaire. Donc ces médicaments sont aujourd'hui à utiliser en première ligne lorsqu'on a des difficultés érectiles. Et il faut le dire, il n'y a aucune dépendance physique. Les morts par infarctus, comme on les a annoncés à l'époque du Viagra, quand Lilly a sorti son Cialis, donc c'était du marketing horrible, en disant attention, la vision bleue, vous allez mourir du cœur avec du Viagra, prenez ma molécule, elle est géniale. Il y a très peu d'effets secondaires, c'est très bien toléré. La seule chose qui tue les patients, c'est ceux qui prennent du poppers et ceux qui prennent de la trinitrine en même temps. Ça vasodilate tellement les coronaires, que ça fait ce qu'on appelle le cœur va battre dans le vide, et là vous... Ouais, faut pas jouer à l'apprenti sorcier. Exactement, mais si vous faites pas de chemsex, vous prenez votre Viagra tranquillement, il se passera rien et c'est formidable. En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que quand même, comme on prévient pas les hommes de tous ces changements physiologiques, et qu'ils peuvent pas en parler entre eux, évidemment, c'est encore plus compliqué que pour les femmes, cette période à traverser. Tout à fait. Les hommes sont que dans la performance, donc entre eux, ils parlent le perf, mais c'est compliqué pour eux de dire j'ai des difficultés érectiles. Donc sur ce, on attend que c'est madame qui prend les devants. Alors maintenant, ça c'est caricatural, ce que je dis aujourd'hui, les citadins informés sur les réseaux sociaux viennent me voir facilement. J'ai plein d'hommes de quadras, ou même des plus jeunes qui viennent en me disant voilà, moi je veux faire un bilan. Et au cours dont on discute, moi je pose systématiquement la question, ah oui c'est vrai que de temps en temps j'ai des petites difficultés. Donc très vite on fait la part entre ce qui est psychologique, psychogène, et ce qui est organique.
Donc c'est intéressant, on rassure beaucoup. Et puis surtout, on remet surtout les hommes dans le droit chemin. Donc les règles hygiéno-diététiques, quoi. Comment vous faites pas de sport ? Zéro sport, vous buvez tous les jours, vous fumez, là, vous partez dans le mur. Et donc la sexualité et l'érection, je trouve que c'est le meilleur levier pour motiver les hommes à prendre soin d'eux. Alors ça, c'est formidable. Vous leur dites qu'en faisant du sport, en faisant un peu attention à ce qu'ils mangent, en dormant mieux, ils vont bander plus longtemps et mieux. Alors là, c'est absolument... On obtient l'adhésion et une compliance fantastique. Donc, oui. Bah oui, vous leur promettez de garder cette performance qu'ils avaient. C'est génial. Mais en même temps, avec le Viagra et avec ce genre de conseils, on les maintient dans ce culte de la performance. Non. Quelque part. Non. En fait, non, parce qu'ils sont pas dupes. Ils sont pas dupes, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mentir au début. Mais un gars qui continue à picoler, à fumer, à pas faire de sport et à faire 150 kilos, le Viagra, au bout d'un moment, il marche plus. Moi, je pense que l'andropause, ça peut être le moment pour les hommes de se débarrasser des injonctions avec lesquelles ils vivent depuis tout petit, celle notamment d'être viril à tout prix. Dans son livre « Ceci est mon temps », l'autrice Élise Thiebaud dit ceci que je trouve très juste. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à vivre et ressentir les émotions, les sentiments, la vulnérabilité, la plupart des hommes ne savent vivre leur corps vieillissant que dans l'angoisse, celle qu'on prétend n'appartenir qu'aux femmes. Moi, j'ai envie de vous dire, libérez-vous de l'angoisse et surtout profitez-en pour explorer la part tendre qui existe en vous. Essayez avec nous davantage de vulnérabilité, de fragilité même. Vous verrez que nombre d'entre nous ne demandent que ça. Docteur Galliano, l'andropause pour les hommes, c'est compliqué parce que ça leur parle de leur finitude. En quelque sorte, ça les renvoie à la vieillesse. Est-ce que vous voyez du désarroi, on va dire, dans votre cabinet ? Bien sûr que c'est toujours difficile d'accepter la finitude et donc la mort. Mais on peut aussi en profiter pour accomplir des choses autour des gens qu'on aime ou des gens qui sont autour de soi, essayer de faire des choses. Mais pour ça, il faut avoir de l'énergie. Pour ça, il faut être en bonne santé. La bonne santé, c'est pas courir le 100 mètres en moins de 10 secondes. C'est pouvoir se déplacer, aller faire ses courses sans trop souffrir, aller rendre service à son voisin, sa voisine, c'est aussi ça. Mais pour ça, il faut avoir un minimum d'énergie et un minimum de ressort. Et donc là, je pense que être traité lorsqu'on manque de testostérone permet d'aller vers ce but, tendre vers ce but. Ça s'administre comment ? La testostérone ? C'est comparable au THS, le traitement hormonal de substitution ? Oui, en France, on est quand même les parents pauvres. Aujourd'hui, on a des ruptures de stock en permanence de gel, on n'a plus de patch. Les médicaments par la bouche, il faut prendre 8 à 9 gélules, ça n'a aucun sens. Sinon, il faut se faire piquer avec des intramusculaires qui sont quand même pas ultra sympas, qui ne sont pas très physiologiques. Donc aujourd'hui, en France, on a du gel, mais quand il n'y a pas de rupture de stock. Donc honnêtement, on peine un peu. Pourquoi est-ce qu'on a des ruptures de stock en France ? Pourquoi on n'est pas fourni ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 sociétés qui fabriquent du gel. Alors des fois, il y en a une qui en a plus. Puis l'autre, c'est l'autre qui en a plus. Donc les patients sont ballottés, mais sauf qu'il faut refaire toujours les ordonnances. Donc c'est une perte de temps, une perte d'énergie, et les patients sont perdus. Donc il y a des patients qui arrêtent leur traitement parce qu'ils en ont marre. Les injections, c'est pareil, c'est pas très agréable, c'est des produits qui sont très huileux. Il faut trouver une infirmière qui vienne vous faire des injections en intramusculaire. Donc aujourd'hui, avec les pénuries d'infirmières, c'est difficile de se faire piquer avec des intramusculaires. Et les médicaments par la bouche, ça marche pas bien. Donc c'est un peu compliqué. Les patchs, on n'en a pas. On en avait, on n'en a plus. Donc on n'est pas très gâtés en France pour pouvoir traiter correctement nos patients. Quelqu'un qui nous écoute, vous lui diriez quoi ? Ça se prend à titre préventif ou ça se prend vraiment quand on a un déficit avéré, un déficit de testostérone ? On n'est pas aux États-Unis. Ouais. On ne donne pas de la testostérone en prévention comme à des gamins de 16 ans comme on fait aux États-Unis. Donc la testostérone, il faut des signes cliniques et une biologie concordante. Là, un andrologue donne de la testo. D'ailleurs, en France, ce sont les andrologues qui ont le droit de donner la testostérone avec les andrologues et les endocrinologues. Il n'y a que nous qui avons le droit de prescription, ce qui est une bonne chose. Ça évite évidemment les abus. Et alors, donc vous, votre idée, c'est, si j'ai bien retenu, créer un centre pour la santé des hommes, pour éduquer, pour apporter de l'information. Parce que les hommes aussi, ils en manquent cruellement sur leur santé sexuelle
et pas que. Exactement. Omega, il s'agit d'Omega, le centre que je vais mettre en place avec toute une équipe pluridisciplinaire. L'objectif, c'est d'avoir les adolescents, parce que les adolescents sont abandonnés par les pédiatres et puis ils ne sont pas pris par les généralistes, donc ils n'ont pas d'informations, c'est compliqué de demander aux parents, alors on va demander aux grands frères, donc on va se réfugier sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous avez la plupart des intervenants. Alors je ne dis pas que les médecins ont forcément tout le temps leur mot à dire et ils savent plus que les autres, mais en tout cas un savoir médical, connaissance médicale, un savoir médical, il est important de le partager avec les plus jeunes pour pouvoir recentrer, rassurer. Donc le but d'Omega, c'est dès l'âge de 13 ans, on informe les plus jeunes sur comment ils sont faits. Il y a beaucoup à faire sur un centre qui serait dédié à l'homme, où ils se sentiraient à l'aise de venir nous voir quand ils veulent, de 13 ans jusqu'à 90 ans, si leur état leur permet de venir jusqu'à nous. En tout cas, ce serait un grand progrès, effectivement, d'avoir ce genre de structures qui leur sont spécialement dédiées. Les auditeurs qui nous écoutent, qui ont 45 ans et plus, quels conseils vous leur donneriez aujourd'hui ? Alors, 45 ans, il est grand temps de faire un bilan de santé. Il est grand temps de voir un médecin qui va s'intéresser à votre génétique, par exemple. Si dans la famille, vous avez votre maman, votre papa, des oncles, des tantes qui ont eu des cancers, il faut le savoir. Mais même avant, vous avez une maman qui a un cancer du sein, un papa qui a un cancer de la prostate, à 40 ans, je fais un PSA. PSA, c'est un marqueur, c'est le seul marqueur biologique qu'on ait en médecine qui puisse donner une indication sur une éventuelle présence d'un cancer ou pas dans la prostate. C'est fondamental. Il faut le faire si tôt que ça. Mais bien sûr, ouais. Ça c'est les recommandations nationales et internationales. Maintenant, 45 ans, c'est l'occasion de dire il faut arrêter de fumer, il faut se mettre à faire du sport, il faut gérer son stress. Et on commence à faire une prise de sang. Là, vous voyez, on tombe sur, non, mais là, vous avez un peu de sucre. C'est un prédiabète. Faites attention. C'est la porte d'entrée pour une meilleure santé, en fait. Exact. Ouais. Exact. Mais si vous les avez vus dès 13 ans, ils viendront, ils savent. Parce que souvent, je leur dis 13 ans, 18 ans, 20 ans, tu reviens me voir quand tu veux, si tu as un problème, quel qu'il soit, tu reviens me voir, mais impérativement, je vais te voir à 35 ans. Et là, à 35 ans, on remet une petite couche en disant je vais te voir à 40 et 45 Vous avez beaucoup d'adolescents qui viennent de plus en plus, parce que la communication autour du gynécologue pour hommes commence à un peu à prendre racine. Et donc, j'espère qu'aussi que de plus en plus de collègues vont s'intéresser aussi aux ados, qui sont un petit peu perdus. Pourquoi pas les pédiatres pousser un petit peu l'âge limite. C'est vrai que les jeunes filles, elles commencent à avoir un gynéco totalement. À la puberté. Donc, et c'est pas le cas des garçons. Non. Mais parce qu'ils ne le savent pas. Ouais. Mais là, maintenant, ils ont leur gynécologue pour hommes. En tout cas, c'est une excellente initiative. Merci. Merci, Dr Galliano, d'être venu nous voir pour cet épisode de Chaud Dedans. Alors, messieurs, je ne peux pas vous renvoyer à un podcast sur l'andropause parce qu'il n'y en a pas. Je suis désolée. Je peux quand même vous recommander 2 livres écrits par des femmes. Ceci est mon temps, d'Élise Thiebaud. Et En quête d'érection, l'andropause sans tabou, d'Anne-Cécile Michelet, qui est aussi très bien fait. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker Chaud Dedans. Cet épisode est une coproduction avec Binge Audio, à la réalisation Quentin Bresson, à la production Lorraine Bess. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.